Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Campagne Hebdo. Ravi de vous retrouver également sur Le Chasseur Français TV, votre émission régulière maintenant qui vous invite à découvrir un petit peu et à vous divertir, à vous informer autour de la campagne. J'ai le plaisir de vous accueillir cette semaine en compagnie de nos chroniqueuses. Daphné Fouja qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet assez important, comment aborder la mort de l'animal dans notre société. On va voir que ça pique un peu, c'est le cas de le dire. Et une nouvelle venue, Marine Insta-Chasseresse, 45 000 followers sur Instagram. On va évoquer avec toi le côté culinaire d'Instagram finalement, puisque tu t'es fait aussi une spécialité dans les recettes de cuisine. On va les évoquer dans un instant. Mais pour l'heure, eh bien, retour sur notre plateau avec un invité de marque cette semaine, puisqu'il s'agit de Thierry Coste, lobbyiste et conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Il est avec nous pour parler d'un sujet brûlant. En effet, dans le cadre du vif débat qui anime la société autour de la place des chasseurs, leurs pratiques et leur impact sur les écosystèmes, l'IFOP a réalisé récemment, à la demande de la Fédération nationale des chasseurs, une enquête auprès de 2000 personnes pour connaître un petit peu leur opinion autour de la chasse et de ses activités. C'est l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui a publié en exclusivité ce sondage. Nous allons y revenir dans quelques instants. On va analyser à la fois les contours de ce sondage et ses résultats, mais c'est aussi dans ce contexte, vous les avez certainement vus fleurir récemment, qu'un certain nombre de panneaux publicitaires de la Fondation Brigitte Bardot sont venus un peu émailler les routes de France autour de messages assez importants. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération nationale a été saisie du discrédit qui a été jeté finalement sur le monde de la chasse. Elle a porté plainte en référé devant une juridiction judiciaire. On va voir ce qu'il en est. Bienvenue Thierry Coste. On va parler des choses sympathiques. Pour l'heure, on a vu ce sondage. On s'aperçoit que 62% des chasseurs répondent oui quand on leur demande avez-vous dans votre entourage proche un ou plusieurs chasseurs. On s'aperçoit que 66% d'entre eux disent qu'ils sont plutôt bien ou mal informés sur la façon dont la chasse est pratiquée. Ils sont plutôt bien informés. 73% la jugent très utile. On peut se réjouir de ce sondage finalement? Bien sûr. Ce sondage est surprenant. Puisque, certes, c'est la Fédération nationale des chasseurs qui l'a commandé, mais l'IFOP réalise des sondages tous les jours pour des tas d'organismes, sans prendre parti. Et l'IFOP suit déjà les activités rurales depuis longtemps. Ça fait très longtemps que Jérôme Fourquet, le patron de l'IFOP sur ce secteur-là, suit l'opinion du monde rural, donc c'est un fin connaisseur de ce sujet-là. Donc l'idée, c'était pas de dire on va essayer d'arranger les coups, c'était de poser clairement la question sur la perception de la population sur la chasse. C'est pour ça d'ailleurs que le sondage est à 2000 au lieu de 1000 personnes, parce que ça permet les aussi d'avoir, la plupart du temps, c'est 1000 personnes. Voilà, c'est 1000 personnes. L'échantillonnage est beaucoup plus grand parce que ça permet d'avoir une touche beaucoup plus rurale, beaucoup plus provinciale. Et c'est justement ce qui était intéressant, c'est de voir que finalement, la caricature des réseaux sociaux et la caricature des polémiques avec les antichasses ne correspond pas franchement à la réalité. Quand on voit que le sondage donne 55% des sondés disent être défavorables à la chasse, plutôt défavorables à la chasse. Ça veut dire que 45% des gens sont soit favorables, soit indifférents. Écoutez le discours des antichasses qui vous expliquent que 95% des gens détestent la chasse, qu'on est à peine 2%, qu'on ne représente rien. Quand on questionne, il y a près d'un Français sur deux qui dit « moi, en clair, la chasse, je l'aime ou je m'en fous ». Alors, imaginez, et résultat, on voit bien que le sondage nous oblige à balayer devant notre porte, parce que la plupart des gens disent aussi « la chasse, je ne la connais pas ». Et nous, on a trop passer notre temps, soit à parler aux antichasses qui sont microscopiques, et on n'a pas parlé à l'opinion publique. On a fait pas mal d'entre-soi. Voilà, on paye un vrai déficit, et là, le sondage le révèle bien, et c'est rassurant, parce que tous ceux qui disent être au courant de la chasse, il y en a 1 sur 2 dans ce cas-là qui a une opinion très positive. Donc on a du boulot, mais c'est très rassurant. Alors dans cet esprit vivons heureux, vivons cachés, on va s'apercevoir que finalement il y a un spot télévision qui a été mis en place récemment dédié à la télévision. C'est une première pour la Fédération nationale. Mais je voudrais revenir au sondage. 86% ont répondu oui des sondés. Seriez-vous favorable à ce que les associations de chasseurs et les APN, les associations de protection de la nature, qui défendent parfois les mêmes causes sur le terrain, agissent le plus souvent ensemble pour défendre la chasse et la biodiversité? C'est quand même un bon point. Oui, mais ça c'est une vraie claque pour les antichasses.
Parce que l'opinion publique considère qu'effectivement, il n'y a déjà pas beaucoup de gens qui s'occupent vraiment de la nature, donc que les chasseurs, les pêcheurs ou les associations de protection de la nature s'en occupent et se mobilisent, les gens trouvent normal et trouvent de plus en plus normal qu'on travaille ensemble. Mais pour moi, c'est vraiment révélateur de cette... Quand on dit qu'on est les premiers écologistes de France, on exagère souvent. Mais la réalité, c'est qu'on est écologistes comme d'autres, que ce soit des pêcheurs ou des agriculteurs, s'ils sont respectueux de l'environnement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans la population, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dans le clivage qui est caricatural sur les réseaux sociaux et qui est celui qui est reporté dans les médias nationaux. Heureusement, il y a une grande différence avec les médias régionaux qui, eux, traitent de façon beaucoup plus pragmatique le fait que les chasseurs, les protecteurs de la nature, les forestiers ou les agriculteurs peuvent travailler ensemble sans jamais se battre et parce qu'ils défendent une même cause qui est la nature. Dans une belle campagne. Dans une belle campagne. Marine, justement, toi qui es spécialiste des réseaux sociaux, on sent vraiment ce clivage, hein, il est quand même assez important, une méconnaissance parfois de ce qu'est vraiment la chasse. Je sais que tu reçois aussi des messages dans ce sens. On peut créer cette synergie entre toutes les activités là ? Oui, je pense. Après, on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les anti-chasses et en fait, c'est là où on met l'énergie au mauvais endroit. On devrait plutôt essayer de parler en fait, aux personnes qui ne s'y connaissent pas pour leur expliquer ce que c'est, leur montrer. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à faire comprendre que la chasse, aujourd'hui, elle est essentielle et que c'est une vraie passion. Et ça passe par les images, ça ? Alors, oui et non. Enfin, faut faire attention, c'est un peu comme dans tout. Il ne faut pas montrer des choses qui peuvent être choquantes parce qu'elles seront mal interprétées, elles ne seront pas comprises, malheureusement. Donc moi, je fais très attention à ce que je montre parce qu'en fait, la moindre image, la moindre vidéo qui n'est pas comprise sera mal interprétée. Donc ça passe par là, oui, mais il faut faire attention. Ce sondage, il va avoir une durée de vie, il va s'étaler un petit peu dans le temps pour pouvoir pérenniser les actions de la Fédération nationale des chasseurs ? Ce sondage, il est fait pour tout le monde. Il est une réponse à la caricature que manient Bardot et compagnie pour essayer d'être choquant, d'être clivant, de vouloir marginaliser les chasseurs. Et ce sondage, il est très dérangeant pour 1000 raisons. D'ailleurs, pour le moment, il n'a pas été trop repris dans la presse parce que un train qui arrive à l'heure, je ne sais pas pourquoi, personne ne veut en parler. C'est assez drôle, mais c'est comme ça. Là, c'est dérangeant puisqu'on découvre que finalement, on trouve normal que les chasseurs bossent avec les écolos, on découvre normal que les chasseurs fassent plein de choses à 60 ou 70% pour la nature et les gens disent c'est très bien et il faut qu'ils fassent plus. Quand on pose la question sur est-ce que les fédérations pourraient faire plus pour la protection de la nature, mais la réponse c'est 70%, oui. Donc ça montre bien que la place de la chasse au cœur de la biodiversité, elle est finalement comprise. Par contre, c'est la pratique de la chasse qui n'est pas comprise et là, on a trop longtemps pensé que pour vivre heureux, il fallait vivre caché, ou surtout que les gens étaient, pardonnez-moi, trop cons pour comprendre. Mais non, les gens ont besoin de comprendre, ils ne connaissent pas la chasse, donc pas a priori, ils sont contre. Et quand ils arrivent dans un village, il y a beaucoup de néo-ruraux, hein, quand on arrive dans un village... panneau de Brigitte Bardot, par exemple Quand il tombe sur un panneau de Brigitte Bardot, comme il faut être honnête, nous on attaque, c'est normal. On n'est pas content, c'est normal. Mais moi, j'adore quand les écolos ou quand certaines fondations de protection animale, parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça, font n'importe quoi. Cette campagne, c'est du n'importe quoi. Ils ont vraiment de l'argent à dépenser. Dites du bien, dites du mal, mais parlez de moi. Oui, ils ont vraiment de l'argent à dépenser. Et Brigitte Bardot, elle est contente parce qu'elle va avoir 2 papiers dans la presse pour parler de sa campagne. Alors, elle est quand même gentille parce qu'elle nous en a permis d'en avoir plein nous aussi. Peut-être que c'est une mauvaise stratégie qu'ils ont développée. On attaque, c'est normal, mais il faut être serein là-dessus parce que trop, comme les écolos le font entre le sapin de Noël, l'avion, il ne faut plus faire rêver les gens, c'est plutôt rassurant. Nous, on fait rêver les gens. Nous, on vit à la campagne et on défend notre bonheur d'être chasseur, d'être pêcheur et le bonheur de notre art de vivre. On ne veut pas nécessairement convaincre tout le monde, mais on veut qu'on nous comprenne et ça suffira largement. Alors c'est tous les jours maintenant. On a eu il y a quelques jours Loïc d'Ambreval avec une interdiction de la chasse le dimanche. On en a parlé, les panneaux. On a eu la PPL l'année dernière, les sabotages, il y en a partout. Qu'est-ce qu'on fait là à quelques semaines finalement des régionales ? On se laisse faire, on attaque, on drague, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait un moment qu'on ne se laisse plus faire et le président de la fédération, Willy Schran, est très déterminé à ne rien laisser passer. Mais il ne faut quand même pas se tromper.
on a beaucoup d'attaques, mais il y a une évolution de la société et on le voit bien. Les gendarmes et les policiers qu'on adore, on les traîne dans la boue par ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une agressivité dans cette société qui ne correspond pas seulement à un sujet chasse ou à un sujet agriculture. L'agri-bashing comme le chasse-bashing s'est développé. Donc on laisse des groupuscules extrémistes, aussi, on l'a vu où les pêcheurs sont attaqués aussi. On laisse les forestiers aussi. Les forestiers qui commencent à avoir des problèmes quand ils coupent des arbres. Alors qu'on a une forêt française extraordinaire, on n'a jamais eu autant de surface forestière dans notre pays, donc il faut arrêter ce fantasme. Le problème, c'est que nous, on ne doit plus rien laisser passer, c'est ce qu'on fait. Mais en même temps, comme on le disait tout à l'heure, il faut parler au grand public. Il faut qu'on arrête de s'occuper des anti-tout. Les anti-tout, on les combat, mais ce sont des groupuscules qui, lorsqu'ils ne sont pas influents, utilisent des people, Bardot, Hulot. Alors Dombreval, il fait ça. Dombreval, il sort un livre avec la préface de Nicolas Hulot. Enfin, Nicolas Hulot, maintenant, il était numéro 3 du gouvernement, maintenant il est préfacier. Sa fonction, c'est préfacier. Il signe des préfaces pour des livres. Mais quelle catastrophe. Alors qu'il dit que la planète est en danger, il se tire de ses responsabilités pour préfacer des livres, dont un de Dombreval qui doit avoir un chapitre complet sur la chasse pour baver sur nous. Donc il faut être honnête. On va s'occuper de ces gens-là, mais il faut qu'on parle au grand public. Le sondage le montre très bien. On a une vraie marge de manœuvre pour convaincre des gens de notre bonheur d'être des défenseurs de la nature, de notre bonheur de vivre dans nos campagnes et de notre bonheur d'être chasseurs ou pêcheurs. Donc assumons-le et on changera assez vite la situation dans la perception. C'est pour ça que les campagnes de communication de la FNC sont tournées vers le grand public et qu'il faut arrêter juste de parler aux anti-tout. Ça suffira, ça mettra du temps, il va falloir comme ça imprégner, influer. C'est aussi le rôle des lobbyistes, d'envoyer de l'information à la fois aux politiques, au grand public. Comment est-ce que ça va s'étaler sur le temps? Parce qu'une campagne de communication, on sait que c'est présenté sur un temps relativement bref, on va en avoir... On vient de loin. On revient de loin, pardon, et donc on va avoir du boulot. Mais on le voit sur le sondage, c'est pas vrai. Il y a plein d'endroits où quand les gens sont informés, ils changent très vite d'avis. À côté de ça, dans le sondage, on a découvert, d'une part, qu'on a certes 1 million de gens qui valident, mais on a 4 millions de personnes qui détiennent un permis de chasse. Ça veut dire qu'avec les familles, et on le voit dans le sondage, ça veut dire que 35 à 38% des gens disent connaître un chasseur dans leurs amis. Ça veut dire aussi que le monde de la chasse, les chasseurs doivent arrêter d'avoir la chasse honteuse. Il faut se bouger le cul, il faut faire du prosélytisme. Moi, j'ai aucun problème pour dire que je suis un passionné de chasse, je l'assume complètement. Comme je dis, je chasse, mais avant, j'observe, je tue et je mange. Mais je l'assume. Voilà. Il faut l'assumer complètement. Et on voit qu'il l'assume parce que dans ce sondage, on s'aperçoit que la venaison, elle est majoritairement importée, ça on le savait, de l'étranger. Est-ce qu'on est capable d'en produire en France en grande quantité? Oui, vu les volumes qui sont tués en France, qui sont prélevés en France. Seriez-vous prêt à acheter du gibier issu des terroirs de France à plus de 63%? Il réclame. Bien sûr. Oui. Mais bien sûr, mais ça montre bien. Et d'ailleurs, il y a des expérimentations qui ont provoqué des polémiques, mais les responsables s'en sont foutus. En Alsace, on a fait manger du sanglier dans les cantines, etc. Mais c'est très bien. Il faut ouvrir la venaison. On n'a pas été bon dans le fait d'avoir une matière première extraordinaire, d'une viande sauvage, naturelle, et on n'est pas foutu de la commercialiser parce que, bien évidemment, la concurrence avec la grande distribution fait qu'on achète en Pologne. Il y a la concurrence, mais il y a aussi les problèmes vétérinaires. On peut y être confronté quand on sait qu'on va tirer un animal à tel moment sur une ligne et que le temps que ce soit récupéré et transformé, les services vétérinaires sont très à cheval sur ce sujet. Il faudrait arrêter le fantasme de la... On ne peut pas avoir les mêmes contraintes sanitaires avec une multinationale et avec un artisan ou avec un chasseur qui tue un animal. C'est une connerie d'avoir les mêmes normes parce que dans ce cas-là, on va manger que de la viande produite dans des élevages de 1000 animaux parce que ce sera beaucoup plus simple et même lorsqu'on mangera du cerf, ce sera un cerf d'élevage qui sera dans une zone qui ne sera pas très drôle et pas très naturelle. Non, il faut qu'on arrive à simplifier les normes pour s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en danger, mais on met rarement en danger les gens si on respecte des règles simples, et même si l'animal, il n'est pas immédiatement mis dans une chambre froide quand il vient de la forêt. Parce que justement, cette viande de gibier et tout ce qui va autour, ce n'est pas un moyen, Marine, je pensais notamment à tes vidéos, de créer ce lien avec ceux qui ne connaissent pas, de créer ce lien avec la convivialité et avec une meilleure connaissance de la chasse. Complètement, c'est ce qui nous permet d'expliquer mieux la chasse et pourquoi on chasse aujourd'hui, c'est aussi pour manger,
recevoir des amis, c'est un moment qui est convivial. Et moi, je sais quand j'organise un dîner et que je cuisine du gibier, mes invités sont ravis, sont heureux. Et si je leur faisais un autre plat que du gibier, ils seraient un peu tristes, un peu déçus. Ouais. Non, c'est un vrai challenge, ça. Parce que c'est une forme d'acceptabilité sociale que de pouvoir partager. Est-ce qu'on doit toujours se faire accepter socialement? Est-ce que c'est pas finalement... On avait des millions de chasseurs il y a quelques années, on a toujours à peu près autour d'1 million, et on n'avait pas besoin de tous ces artifices, j'allais dire, c'est normal. autour de la... comment se faire accepter, pourquoi se défendre. On parle de campagne hebdo, d'accord. Mais dans les campagnes, aujourd'hui, on peut toujours faire un complexe en disant « Ah, on s'acharne sur nous ». Mais ce n'est pas vrai. Regardez aujourd'hui, un agriculteur, même s'il épand quelque chose de tout à fait naturel, parce qu'il pratique l'épandage, tout d'un coup, il y a des gens qui vont téléphoner au maire en disant « Mais c'est honteux, il est en train de polluer », même si c'est de la bouillie bordelaise. Donc on voit bien, il y a une acculturation de la campagne, du monde rural, de la vie rurale. Il faut quand même le comprendre, il faut l'accepter. Aujourd'hui, on l'a vu avec la Covid. On a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aller à la campagne ou aller dans les petites villes, ou donc avoir beaucoup plus de contact avec la nature, mais aussi avec les gens qui y vivent. Donc, on doit faire cet effort de dire on n'est pas les derniers des Mohicans, on est capable d'accepter, on est capable de s'ouvrir. Oui, il faut accepter d'avoir de nouvelles contraintes sociales qui sont d'expliquer. Moi, je suis un peu fâché de voir que dans le monde de la chasse, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand on chasse sur une commune, on chasse généralement, si c'est une commune où on a une société communale de chasse, sur 20% du territoire. Ça veut dire que 80% du territoire, dans le même instant, est utilisable par plein d'autres gens passionnés de nature. Mais si on ne l'explique pas, si on ne fait pas l'effort de fournir des informations au Kidam, à son voisin, comment on fait? Ça a été à l'origine de ce qui a rassemblé finalement les vététistes, les pêcheurs, les chasseurs, tous les utilisateurs finalement du monde rural. C'est ça qui a créé ce lien aussi au départ? Si on vient de créer une alliance des sports et loisirs de nature, c'est en partie parce qu'on a bien vu, à la fois les chasseurs, les pêcheurs, mais aussi les autres utilisateurs, qu'il faut se parler. Il faut avoir du dialogue parce que c'est normal qu'on ait une même envie de nature, parfois en même temps. C'est très macroniste, mais ça, vous savez que j'adore le président de la République, donc c'est normal. Mais ce qu'il faut et ce qu'il compte, c'est qu'on se parle et qu'on mette en place des règles communes. Parce qu'on ne va pas faire le dimanche sans chasse, le lundi sans VTT, le mardi sans agriculture, pourquoi pas, ou le mercredi parce que les enfants vont sortir. Non mais il faut arrêter. On peut faire tout en même temps, à condition de bien se comprendre, bien se connaître. Et c'est ça, on a créé une alliance des sports et loisirs de nature pour ça, avec les chasseurs, les pêcheurs, le golf, l'équitation, même la pétanque et le VTT. Mais parce que justement, il faut qu'on soit ensemble. Et quand on dialogue ensemble, on parle à 80% de la population et pas aux blaireaux, ayatollahs qui nous emmerdent. Bon, parlons pas des blaireaux. C'est aussi un vaste sujet. Le sujet du blaireau, on aura le temps de le voir. Daphné, toi qui chasses à court, il y a différents panels de chasse. On sent cette... inimitié finalement aussi avec un certain nombre d'utilisateurs de la nature, ou pas trop? Pas tellement. En fait, c'est vrai que ce partage de la nature, c'est un vrai enjeu, mais pour tout le monde en fait. Parce que nous sommes tous usagers de la nature. C'est pas un mot qui est joli, mais en fait, si, puisque on est dedans, on vit dedans, on en profite dans le bon sens du terme. Et donc, se partager la nature à plusieurs et vivre à l'intérieur, c'est un vrai enjeu. Et ça ne concerne pas du tout que les chasseurs. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce domaine-là. On est plein de bons sentiments, c'est déjà ça. On va essayer d'y arriver. On est plein de détermination. Et on conduit des actions tous les jours. Bon, on parlait de cuisine. Ça peut être aussi un des moyens. Insta Chasseresse, Marine. On va, avec toi, découvrir un petit peu ce qui fait l'autre facette de la chasse, finalement. La cuisine, la restauration, la transformation du gibier. Alors, tu nous as concocté aujourd'hui une recette. Je voudrais bien que tu nous l'expliques. Et puis, qu'est-ce qui a amené, finalement, cette saveur particulière pour la cuisine ? Alors, en fait, la cuisine, je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vais me mettre à cuisiner. En fait, je le faisais déjà. C'est juste que je me suis dit, pourquoi ne montrer que les actes de chasse et pas montrer tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après. Et la cuisine en fait partie. C'est le moment qui représente le plus la convivialité et le partage. Et c'est ça que j'ai souhaité montrer. Donc, je me suis mis en effet à faire des vidéos
des photos de recettes, à les partager, des recettes qui soient simples, mais juste remplacer en fait la viande que l'on consomme et qu'on mange tous les jours par du gibier. Et ça me permet de manger du canard pendant la saison, du sanglier pendant la saison également. Et même j'anticipe, je congèle et comme ça je peux après manger en fonction. Les normes autour de la congélation, de la surgélation du gibier, comment est-ce qu'on s'y prête? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de tuer l'animal. On a pendant longtemps pensé qu'il fallait faire mariner avant, qu'il fallait faire reposer la viande de gibier. Alors après, moi, la viande, je la consomme, c'est pour moi, mes proches, je ne vends pas de viande, hein, donc c'est différent. Je la congèle par sécurité. Pas de viande. Non, mais je Ah, n'en vends pas. Pardon. Ouais, Je ne vends pas de viande, donc je ne pense pas être soumise à ces règles qui sont très strictes. Mais quand c'est du sanglier, je vais le congeler par sécurité, je vais le cuire donc bien à cœur. Je vais faire par exemple une carbonade de sanglier. On connaît tous la carbonade, c'est très bon. Et je me suis dit pourquoi pas tenter avec du sanglier. Et c'était excellent, c'était même meilleur. Donc oui, il y a des règles à suivre. Après, on fait attention. Mais il faut arrêter d'être stressé autour de ça. Bon, il est presque l'heure, on attaque le burger de chevreuil. Parfait, c'est ça. Allez. C'est parti. Le burger de chevreuil, le burger on connaît tous avec des frites, c'est super bon. C'est mieux quand on sait comment il est fait et comment on le fait. Donc moi ce que j'ai fait, c'est de hacher la viande tout simplement avec un hachoir, rien de plus simple. On peut même le faire au couteau pour ceux qui n'ont pas d'hachoir. Ensuite il faut faire former son petit steak haché. C'est pareil, c'est très simple. Et après ceux qui sont le plus motivés peuvent faire leur pain, leur ketchup. C'est plus sympa, leurs frites maison également. Et ensuite, il suffit juste de mettre du Cantal, beaucoup de Cantal, parce que c'est meilleur quand il y a beaucoup de fromage. Pour les peut mettre du comté, parce que je suis franc-comtois. Oui, alors je l'avais testé, c'est très bon. Ah, ça va alors, me voilà rassuré. Tout va bien. On peut mettre du comté, on peut aussi également mettre du cheddar pour que ce soit encore plus gourmand. Ensuite, on met quelques salades, quelques tomates pour avoir un petit côté un peu aussi comme légumes. Et ensuite, on met de la sauce, du ketchup, de la mayo. Ketchup maison, c'est encore mieux. Et ensuite, c'est tout. Et on se souvient de l'étude, Thierry, du professeur Ducluseau, qui disait que la viande de gibier est l'une des plus saines qui soit. Hein, donc, à bon entendeur, j'espère qu'on va y revenir prochainement, Marine. On va essayer de se faire comme ça des petits rendez-vous gourmands sur Campagne TV. Ça fait partie aussi, vous le savez, de la vie à la campagne. Ce qui fait partie aussi de la vie à la campagne, finalement, c'est la mort, l'acceptation de la mort ou non. Thierry, on en parlait tout à l'heure. Il faut s'assumer. Ça va être un peu le cas aujourd'hui. Et la mort, il faut l'accepter aussi. C'est l'objet de la chronique de Daphné aujourd'hui. Vaste sujet. Vaste sujet. Est-ce que vous êtes prêts pour cette chronique un peu costaud qui remet en question beaucoup de choses et qui aborde ce sujet pas toujours facile, mais dont il faut bien en fait parler. Donc moi, la mort de l'animal et la chasse et la place de la mort dans notre société m'a tout de suite fait me poser une question. Les humains ont-ils le droit de tuer des animaux sauvages ? C'est une question qu'on peut légitimement se poser au XXIe siècle, à l'heure à laquelle la chasse, la pêche ou écraser une araignée fait l'objet de pétitions réclamant leur interdiction. Les éleveurs, les chasseurs, les pêcheurs, les omnivores sont tous mis dans le même panier de la honte, ceux qui tuent des animaux. Donc, en effet, dans notre société occidentale, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les cultures, on fait tout pour cacher cette mort et surtout, nous refoulons notre instinct naturel, notre instinct de prédateur et nous le renions totalement en oubliant que la vie se nourrit de la mort et que l'homme est aussi un maillon de la chaîne alimentaire. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement partir du postulat que la mort fait partie de la vie et qu'elle est dans la nature et c'est le destin de toute cellule biologique sur Terre qui est vouée à mourir, à part pour certaines figures porteuses du référendum pour les animaux qui souhaiteraient modifier le génome du lion pour qu'il arrête de tuer les gazelles et qui pensent que le monde idéal est celui où l'on vit éternellement. Donc, à part pour cela, on sait que la vie se nourrit de la mort et que Dame Nature nous réserve à tous une mort certaine. En fait, le problème dans notre société, c'est l'action de l'homme. Dans la mort d'un animal sauvage, c'est l'action de l'homme qui pose problème. Il est devenu inacceptable qu'un humain doué d'une conscience et d'émotion puisse sciemment donner la mort à un animal. Et je dis bien sciemment, puisque le problème est dans l'intention. Quand Xavier Niel prend son jet privé pour faire Paris-Singapour en tuant des milliers d'insectes et d'oiseaux dans ses réacteurs, il n'y a pas de problème parce qu'il n'avait pas l'intention de le faire. En revanche, Xavier Niel est contre la chasse parce que dans la chasse, il y a l'intention. Donc, en effet,
moi, j'ai envie de dire qu'il appartient à tout chasseur, à tout pêcheur, à tout usager de la nature de se poser la question à chaque fois que nous prélevons une vie animale, quelle est ma légitimité à prélever cette vie ? Quelle est, au fond, la légitimité de l'homme à tuer sciemment un animal sauvage ? Pourquoi le faisons-nous ? Alors, je vois deux grandes réponses qui se proposent à nous. Soit notre légitimité découle de notre supériorité. Nous nous arrogeons le droit de tuer et de faire ce que bon nous semble avec la nature. Bon, ça, c'était un peu la mode plutôt dans les années 60-70. Soit nous exerçons dans la nature une action naturelle de prédation qui aurait lieu, quoi qu'il arrive, une prédation qui a lieu depuis des milliers d'années et qui aurait lieu même si nous n'étions pas là. Il n'appartient qu'à nous, en fait, de choisir entre ces deux options quelle partie nous prenons lorsque nous prélevons une vie animale. Parce que prélever une vie animale, ce n'est pas un acte anodin, ça doit être un acte raisonné et empreint de connaissance pour ne pas détraquer les lois naturelles qui s'opéreraient sans nous. Si nous connaissons en effet parfaitement le milieu dans lequel nous vivons, son histoire, les espèces qui vivent, leur population, leurs habitudes, eh bien, notre prélèvement aura toutes les chances d'être au plus près de la nature et de ce qui s'y passerait sans nous. Donc, par exemple, il y a quelques jours, dans la réserve naturelle de Yellowstone aux États-Unis, une meute de loups a poursuivi un élan pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il se rende épuisé et soit le festin de la meute, des charognards, puis des vers et se transforme en humus fertile. La prise d'un élan, j'ai regardé, par des loups, arrive en moyenne 1 fois sur 3. Donc le reste du temps, et donc la plupart du temps, c'est ce qu'il leur faut pour survivre aux loups, et le reste du temps, l'élan est assez malin pour leur échapper. Un autre exemple, il y a quelques semaines en France, une meute de chiens a chassé un sanglier pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il se rende et qu'il soit mangé par la meute, puis les charognards, les vers, et se termine en humus fertile. La prise d'un animal lors d'une chasse à courre arrive en moyenne 1 fois sur 4. Le reste du temps, les proies sauvages sont assez malines pour leur échapper. Donc d'un point de vue écologique au sens scientifique du terme, il n'y a aucune différence entre ces deux exemples. La seule différence est dans l'acte de l'homme. C'est elle qui dérange les groupes de pression anti-chasse finalement. Donc moi j'ai envie de dire qu'il n'appartient qu'à nous, chasseurs, pêcheurs, de montrer que notre action sur la nature est inscrite au cœur de son fonctionnement. Il n'appartient qu'à nous de dire adieu aux chasseurs du sketch des inconnus. Il n'appartient qu'à nous de montrer, comme le fait Marine Insta Chasseresse sur les réseaux, autant de prélèvements que de non-prélèvements, autant de chasse que de cueillette aux champignons, autant de sorties avec une arme que de sorties avec des jeunes pousses d'arbres pour repeupler la forêt. En fait, l'action de l'homme sur la nature, il s'agit au fond de prélever le fruit sans abîmer l'arbre, je pense. C'est magnifique. Merci Daphné. Prélever le fruit sans abîmer l'arbre. Finalement, Thierry, c'est ce que vous faites régulièrement. Moi, je suis lobbyiste, donc je parle, il faut prélever le capital pour prélever. Il faut défendre le capital pour prélever les intérêts. Mais on dira que c'est un acte marchand. Je préfère beaucoup ce que tu as dit. C'est beaucoup plus poétique et c'est proche de la réalité. Je crois que la passion qu'on doit assumer, c'est celle de tuer. Je le dis toujours ouvertement. Et dans tous les débats, grand public, j'affiche sans problème le fait que je prélève et que je tue, je ne fais pas juste de la régulation. Je ne me cache pas derrière le fait qu'on donne la mort et qu'on doit l'assumer. On doit l'assumer complètement, mais effectivement, il faut que notre action sur les 12 mois soit profitable à la nature plutôt qu'un moins à la nature. Et donc, tant qu'on est dans cette culture du positif vis-à-vis de la nature, entre guillemets, on assume notre part de prédation et on n'a aucun problème, surtout que quand on tue, c'est pour manger ou pour offrir, et donc c'est très cohérent. En plus de la régulation, n'oubliez quand même pas que dans ces beaux débats avec les ayatollahs de la protection animale ou les Verts, on a des agriculteurs et des forestiers qui considèrent qu'on est trop écolo, qu'on ne tue pas assez d'animaux et qu'il en faudrait beaucoup moins. Oui, dans les forêts de l'Est de la France, on a vu les chasseurs et Alsace Nature manifester contre l'Office national des forêts qui veut réduire de façon drastique les cervidés dans les forêts. Donc on voit bien que nous sommes de bons défenseurs de la nature quand on n'est plus dans le sketch de la galinette cendrée, qui était quand même très drôle, et on en parle encore 25 ans plus tard, donc c'est quand même qu'il était une magnifique réussite. Maintenant, on n'est plus non plus dans la gestion, il faut qu'on assume notre passion. Parce que moi, j'ai toujours souffert, je suis lobbyiste du monde de la chasse depuis fort longtemps, sans doute trop, diront certains, mais en tout cas, j'ai toujours trop souffert qu'on s'arrête à la gestion. Notre passion, c'est la campagne,
Notre passion, c'est la nature. Certes, c'est aussi la chasse et la pêche, mais c'est beaucoup plus large que ça parce qu'on vit dans la nature. On aime. Moi, j'adore quand je vois la nouvelle thérapie où on embrasse les arbres, mais nous, à chaque fois qu'on est à l'affût, on est collé contre un arbre et on n'en fait pas une thérapie. C'est quand même... Merci Thierry. J'entendais à l'instant justement qu'on était, il fallait assumer et autres, il faut qu'on devienne des ambassadeurs, effectivement. Je voudrais qu'on revienne une seconde pour terminer cette émission sur le fait que, je rappelle aussi que la Fédération nationale des chasseurs n'est pas la dernière, puisque on l'a évoqué aussi tout au long de cette émission, mais on subit des attaques régulières et autres. Et si vous aussi, vous êtes victime d'actes de violence envers des chasseurs, vous pouvez le signaler en remplissant un formulaire et le service juridique enregistrera votre signalement et vous conseillera le cas échéant sur les démarches à engager. Vous allez pour ceci sur le site chasseurdefrance.com et vous trouverez un onglet. C'est un autre moyen aussi. On parle de défense. On a longtemps été dans une mentalité de citadelle assiégée. On va maintenant passer à l'attaque. Passer à l'attaque, donner des coups, montrer, démontrer, ce sera plus simple. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci de nous avoir fait partager vos expériences. Mesdemoiselles les chroniqueuses, on aura plaisir à vous retrouver très prochainement. Merci Thierry, on a plein d'autres sujets à aborder, j'imagine, dans les mois qui viennent. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Campagne Hebdo.